À 9h17 du matin, le 22 janvier 1943, le sous-lieutenant John George retint son souffle dans les ruines d'un bunker japonais à l'ouest de Point Cruz. Son doigt reposait sur une gâchette que tous les officiers de son bataillon lui avaient assuré qu'elle ne servirait jamais. Âgé de 27 ans, champion de tir à la carabine de l'État de l'Illinois, l'homme à la carabine acheté par correspondance. Et après 3 semaines de combat, après 16 jours d'échange de tirs sur le mont Austin. Après avoir vu 14 Américains mourir sous les coups de l'ennemi, personne ne pouvait deviner que John George n'avait pas tué un seul homme. Cela allait changer. À 220 mètres de là, à 26 mètres, au-dessus du sol de la jungle, une branche bougea sans qu'il y ait de vent. À travers le grossissement 2 fois et demi de sa lunette Lyman Alaskan, George vit ce qu'aucune patrouille n'avait survécu assez longtemps pour identifier. Un tireur d'élite japonais en uniforme sombre était accroupi dans une fourche où 3 branches se rejoignaient, surveillant le sentier de ravitaillement, là où les Américains entraient dans sa ligne de mire et n'en ressortaient pris jamais. 11 tireurs d'élite opéraient dans les bosquets de Point Cruz. 11 hommes munis de fusils Arisaka à lunettes grimpaient dans les immenses Bryant Banyan avant l'aube et attendaient sans avec une patience qui terrifiait chaque soldat du 132e régiment d'infanterie. Le caporal Davis n'a jamais vu l'homme qui lui a tiré une balle dans le crâne pendant qu'il remplissait sa gourde. 2 hommes de la compagnie L n'ont jamais vu l'éclair du canon qui les a abattus en pleine patrouille. Un sergent a été touché à la gorge par un tir venant d'un arbre. Son escouade était passée 2 fois, ignorant que la mort était à 27 mètres au-dessus d'eux. 14 hommes en 72 heures. Le bataillon avait essayé des patrouilles, des tirs de suppression, des opérations de nettoyage. Rien n'a fonctionné. Les snipers étaient des fantômes armés de fusils, alors le commandant du bataillon a fait appel à George. Non pas qu'il croyait en lui, mais il n'avait plus personne à essayer. George avait passé 6 semaines à se faire moquer à cause de l'arme qu'il tenait entre ses mains. Le capitaine Morris l'appelait un jouet et lui a ordonné de porter un vrai fusil. L'armurier du camp Forrest. Quand on lui a demandé si c'était pour les Serres ou les Allemands, les autres chefs de section se sont moqués de sa fiancée, par correspondance, la Winchester modèle 70. Il avait économisé 2 ans de solde de la garde nationale pour acheter le fusil qui est arrivé avec 6 semaines de retard, parce qu'il était resté dans un entrepôt de l'Illinois, pendant que George partait pour Guadalcanal, sans lui. 9 livres à verrou, 5 coups, contre un garand semi-automatique à 8 coups. Toutes les fiches techniques le disaient désavantagé. Chaque officier le traitait d'idiot, mais George avait des références ignorées de tous. Championnat de l'État de l'Illinois à 1000 yards, plus jeune vainqueur de l'histoire de l'État, groupement de 6 pouces à 600 yards, avec des organes de visée en fer, la détente entre ses mains lâchée à un peu plus de 1,5 kg d'une douceur de verre, réglée par ses propres doigts à Campéry. Avant que le monde n'entre en guerre, le commandant lui avait donné jusqu'au matin pour prouver que le fusil était plus qu'une plaisanterie. Le matin était arrivé, le tireur d'élite était dans sa ligne de mire. George ajusta 2 crans à droite pour le vent, retint son souffle et pressa lentement la détente. Cela déterminerait si un homme avec une carabine de chasse pouvait tuer plus que des professionnels entraînés dans l'art de la mort invisible. La Winchester modèle 70 était arrivée dans une caisse en bois, marquée fragile, 6 semaines après le débarquement de George à Guadalcanal. Il l'avait commandée dans un catalogue en 1941, à l'époque où la guerre était quelque chose qui arrivait à d'autres pays. 2 ans de solde de la garde nationale, économisés dollar par dollar pour un fusil dont la plupart des soldats n'avaient jamais entendu parler, et qu'aucun officier ne respectait. Le modèle 70 était une carabine de chasse, une arme que des hommes riches emportaient au Montana pour chasser l'élan, pas celle qu'un lieutenant utilisait contre l'armée impériale japonaise. Mais George n'était pas comme la plupart des lieutenants. Il participait à des compétitions de tir depuis l'âge de 15 ans. À 23 ans, il était le plus jeune homme à avoir jamais remporté le championnat de l'Illinois, plaçant des balles dans des cibles à plus de 900 mètres, alors que d'autres hommes de son âge apprenaient à conduire. Il comprenait la balistique comme un musicien comprend les gammes. Il savait ce qu'un fusil pouvait faire. Quand l'homme qui le tenait refusait d'accepter les limites, le modèle 70 n'était pas une arme militaire, c'était mieux. Le mécanisme était d'une fluidité parfaite, ajusté à la main.
À l'usine Winchester de New Haven, la détente lâchait net à un peu plus de 1,5 kg, sans jeu ni course réglée avec une précision inégalée par les armureries militaires. Le canon mesurait 61 cm en acier forgé à froid, capable d'une précision subminute à des distances où le garand standard dispersait les tirs comme un fusil de chasse. George avait lui-même monté la lunette Laman Alaskan en utilisant une embase Griffin et Howe. Cela coûtait plus que ce que la plupart des soldats gagnaient en 2 mois et demi. Grossissement de puissance, pas beaucoup selon les normes modernes, mais suffisant pour voir le visage d'un homme à 300 yards, assez pour voir sa poitrine se soulever et s'abaisser avec la respiration, assez pour placer une balle exactement là où il fallait. Le fusil attendait dans l'Illinois quand son unité est partie, et George a fait les papiers pour l'envoyer par la poste militaire. Sans savoir s'il arriverait un jour, sans savoir si la marine coulerait le transport qui le portait, sans savoir si un ravitailleur. Le sergent ouvrirait la caisse et déciderait qu'un fusil de chasse avait plus sa place dans une décharge que dans une zone de guerre. 6 semaines. Il a attendu 6 semaines à regarder les autres nettoyer leur garant pendant qu'il portait une arme à laquelle il ne faisait pas confiance. 6 semaines de questions sur le fusil qui allait arriver. La commande par correspondance, la petite merveille, le jouet qui allait tout changer. Quand la caisse est enfin arrivée, fin décembre, George l'a ouverte seul dans sa tente. Il a sorti le fusil de son emballage, a vérifié le mécanisme, examiné le canon et senti la détente céder. Exactement comme il s'en souvenait, le capitaine Morris l'a trouvé 1 heure plus tard. « Laisse ce fusil de chasse ici, a dit Morris. Prends une vraie arme ou ne prends rien du tout. » George ne dit rien. Il nettoya le fusil, chargea 5 cartouches de calibre 30-06 et l'emporta quand même. Si Morris voulait le traduire en cour martiale pour avoir apporté la mauvaise arme à la guerre, il pourrait le faire après que George lui ait prouvé le contraire. Le 132e régiment d'infanterie est arrivé à Guadalcanal à la fin décembre 1942 pour relever les marines qui combattaient depuis août. Les Marines avaient pris le terrain d'Henderson, ils l'avaient défendu contre tout ce que les Japonais leur avaient lancé, mais ils n'avaient pas pris le mont Austin, et ils n'avaient pas éliminé les Japonais. Depuis les bosquets côtiers à l'ouest de la rivière Matanikau, le mont Austin était le premier objectif. 450 mètres de roches volcaniques couvertes de jungle, défendues par 500 soldats japonais dans 47 bunkers interconnectés, le bataillon de George a attaqué le 17 décembre. Ils ont combattu pendant 16 jours d'affilée, 34 hommes tués, 279 blessés. George n'a tiré avec son Winchester absolument aucune fois. La jungle n'était pas adaptée aux tirs de précision. La végétation était dense, il n'y avait aucune ligne de mire. Les combats se déroulaient à moins de 30 mètres, des hommes se heurtaient dans l'obscurité verte, tirant sur des éclairs de bouche, mourant sans jamais voir qui les avait tués. Un fusil à verrou avec lunettes était inutile. Dans ce chaos, George le portait quand même, attendant un terrain qui aurait du sens. Le 2 janvier, le bataillon a finalement pris le versant ouest du mont Austin. Les Japonais se sont repliés vers la côte, et les zones de combat se sont déplacées vers un endroit appelé Point Cruz. Le Point Cruz, les bosquets mêlés palmiers à noix de coco et bagnant sur un terrain assez ouvert. Des lignes de vue de plus de 200 mètres, le genre de terrain où un homme avec une lunette pouvait voir son ennemi avant que son ennemi ne le voie, les Japonais l'avaient compris aussi. Ils ont placé des tireurs d'élite dans les énormes banians qui dominaient les bosquets. Certains de ces arbres atteignaient 27 mètres de haut, avec des troncs de 2,5 mètres d'épaisseur. Un tireur d'élite pouvait grimper dans les branches bourbières supérieures avant l'aube. Il pouvait se caler dans une cache naturelle formée par les branches torsadées et attendre immobile pendant des heures. Quand une patrouille américaine passait en dessous de lui, il tirait une fois et les regardait se disperser. Le temps qu'ils comprennent d'où venait le tir, il s'était déjà repositionné ou était devenu silencieux. 11 tireurs d'élite, 11 hommes équipés de fusils, Arisaka type 98 à lunettes, l'équivalent japonais de ce que portait George. Ils avaient été entraînés pour cette guerre dans la jungle. La patience, la capacité de tuer sans être vus et de disparaître sans être attrapés. En 72 heures, ils ont tué 14 Américains et personne dans le bataillon n'a pu les arrêter. La convocation est arrivée après la nuit, le 21 janvier. George s'est rendu au quartier général du bataillon, pensant assister à un briefing routinier, mais il y trouva le commandant seul qui l'attendait.
Des cartes étaient étalées sur une table pliante, une bouteille de whisky ouverte à côté d'un seul verre. Le commandant ne lui proposa pas à boire. « J'ai un problème, dit le commandant. Les snipers japonais tuent mes hommes plus vite que le paludisme. 14 morts en 3 jours. J'envoie des patrouilles et des équipes de nettoyage, toutes perdant des hommes. Je pilonne la lisière à la mitrailleuse et 1 heure plus tard, un sniper abat un autre Américain depuis un arbre déjà nettoyé. Il regarda George avec l'expression d'un homme à court d'idées. On m'a dit que tu as un fusil et que les autres officiers trouvent que ça ridicule, mais que tu n'es pas d'accord. George reste silencieux. Le commandant se pencha. Ce fusil acheté par correspondance peut-il vraiment atteindre une cible ? Ou bien ai-je écouté des histoires de feu de camp à propos d'un lieutenant qui se croit spécial ? George lui dit la vérité. Championnat de l'État de l'Illinois à 1000 yards, plus jeune vainqueur de l'histoire de l'État, il pouvait placer 5 balles dans un cercle de 10 cm à 300 yards. Il lisait le vent en observant l'herbe et estimait la distance selon la taille d'une tête dans sa lunette. Il tirait depuis l'âge de 15 ans et il n'avait jamais raté un tir qui comptait. Le commandant le fixa longuement du regard. « Alors prouve-le, je te donne jusqu'à demain, va dans ces bosquets et tue les hommes qui tuent avant les miens. Si ce fusil fait ce que tu dis, je ne le remettrai plus jamais en question. Si tu reviens les mains vides, tu porteras un garant comme tout le monde, et j'oublierai que cette conversation a jamais eu lieu. » George a posé une question. « Combien de snipers ?»« 11, a dit le commandant. Nous avons identifié 11 positions de tir distinctes au cours des 3 derniers jours. George acquiesça. Il retourna à sa tente, nettoya son fusil et ne dormit pas. Il l'avait entraîné à nettoyer de nouveau la Winchester. Même si elle n'avait pas besoin d'être nettoyée, le rituel comptait, passant des tampons dans le canon jusqu'à ce qu'il ressorte à blanc. Il contrôlait les fixations de la lunette pour repérer tout déplacement survenu lors des semaines passées à transporter le fusil dans l'humidité de la jungle. La détente contre son doigt, la bossette devenant le prolongement de son système nerveux. Il chargea 5 cartouches de calibre 30-06, la même munition que celle du garant, mais dans les mains de George et son fusil, à sa distance, elle ferait ce que le garant ne pourrait jamais réaliser. Il réfléchit à ce qu'il emporterait. Pas d'observateur. Un observateur signifiait un autre homme faisant du bruit, un autre homme qui pourrait bouger au mauvais moment, un autre homme dont la présence doublerait les chances d'être repéré. Pas d'opérateur radio. Une radio signifiait attendre. Se distraire, entendre quelqu'un parler, alors que seul le silence comptait. Juste le fusil, une gourde, 60 cartouches sur des lames chargeurs entassées dans ses poches. À 04h00, Georges était parti dans l'obscurité. Il avait étudié les cartes la veille au soir, mémorisant le terrain entre le périmètre américain et les bosquets où opéraient Vansrou les tireurs d'élite. Il savait où le bataillon avait pris un bunker japonais 3 jours avant. Le bunker dominait les cocotiers depuis une légère hauteur. Il offrait une couverture, un abri et une vue dégagée sur les arbres où des Américains étaient entombés. Il atteignit le bunker avant l'aube, s'installa dans les ruines et commença le travail qui allait définir le reste de sa vie. Attendre. La lunette Lyman Alaskan transformait l'obscurité d'avant l'aube en forme et en ombre. George scruta lentement la lisière des arbres, de gauche à droite, de haut en bas, mémorisant chaque tronc, branche principale et amas de feuilles. Cela pourrait cacher un homme. Quand le soleil se lèverait, il connaîtrait ce terrain mieux que les tireurs d'élite qui y vivaient. La jungle n'était jamais silencieuse, les oiseaux chantaient, les insectes bourdonnaient, l'artillerie grondait au loin. George filtra tous ces bruits et observa les arbres. La branche bougea à 9h17. George surveillait depuis plus de 3 heures, les yeux douloureux, la nuque raide. La chaleur du matin commençait à monter, et la sueur coulait le long de ses tempes jusque dans le col de son uniforme. Mais il n'avait pas bougé, il n'avait pas détourné le regard, il ne s'était pas permis de croire que les tireurs d'élite pourraient ne pas apparaître. L'un d'eux venait de faire une erreur. Le mouvement était minime, un déplacement de poids, peut-être un ajustement de position. Après des heures d'immobilité, la branche s'affaissa puis reprit subtilement sa place. Un mouvement que l'œil aurait cru dû au vent, bien qu'il n'y en eût pas. George visa le banyan avec sa lunette à 240 mètres, il balaya du regard depuis le tronc, suivant les grandes branches montant vers la canopée. À 24-26,
puis 27 mètres, dans une fourche où 3 branches se rejoignaient, il trouva ce qu'il cherchait, un homme. Des vêtements sombres contre une écorce sombre, une silhouette qui n'appartenait pas à l'arbre. Le tireur d'élite surveillait le sentier à l'est, où circulaient les groupes de ravitaillement entre le périmètre américain et les positions avancées. Il était probablement dans cet arbre depuis avant l'aube, il avait sans doute tué des Américains depuis cette position exacte les jours précédents. Il attendait que sa prochaine cible entre dans son champ de vision. Il ne savait pas que sa prochaine cible l'observait déjà. George calcula le tir. 240 yards, léger vent de travers venant du nord, peut-être 3 miles à l'heure. Il déplaça la lunette de visée de 2 crans à droite. L'élévation était déjà réglée pour 250 yards assez proches pour que la compensation soit minimale. Il plaça le réticule au centre de la forme sombre qu'il ne pouvait pas voir. Il ne distinguait pas les traits du tireur d'élite, mais voyait assez son visage. Les épaules cointant le torse, la masse d'un corps humain appuyé contre le tronc d'un banyan. George expira lentement, laissant la moitié de l'air quitter ses poumons. Son rythme cardiaque ralentit, le réticule se stabilisa. La détente prit du jeu jusqu'à atteindre le point de rupture, cette paroi lisse comme du verre, où 3 livres et quart de pression séparaient entre la vie de la mort. Il pressa la détente du Winchester qui recula sur son épaule. Le bruit claqua à travers la jungle, net et distinctif, différent de l'aboiement du garand, différent de celui de n'importe quel fusil militaire du théâtre du Pacifique. À 240 yards de là, le sniper japonais tressaillit, puis tomba. Son corps dégringola à travers les branches, rebondissant, les membres tournoyant dans les airs, avant de s'écraser sur le sol de la jungle. Au pied du banyan, George actionna le verrou, la douille usagée fut éjectée, une nouvelle cartouche fut chambrée, une de moins, il en restait 10. George garda sa lunette braquée sur l'arbre et attendit. Il connaissait sur les tireurs d'élite japonais ce que la plupart des soldats américains ignoraient encore. Ils travaillaient en binôme, un tireur et un observateur. Le tireur engageait les cibles, tandis que l'observateur surveillait les menaces, estimait les distances et assurait la sécurité. Si George avait tué le tireur, l'observateur était sûrement tout près. Même arbre adjacent, quelque part dans le champ de vision de l'homme maintenant étendu sans vie au pied du banyan. L'observateur aurait vu le tir, il aurait vu son partenaire tomber, et maintenant il faisait face à une décision qui déterminerait s'il vivrait ou mourrait. Rester caché et attendre ou bouger. George scruta lentement, méthodiquement, les arbres environnants. Le grossissement 2,5 fois du liman à la scanne imposait de la patience. Chaque arbre pouvait cacher plusieurs hommes. La canopée projetait des ombres, transformant branches et formes en néant. Il inspecta chaque tronc, chaque fourche, chaque amas de feuillage. À moins de 300 mètres du premier tir, à 9h43, il trouva le deuxième tireur embusqué dans un arbre différent, 60 mètres au nord du premier. Celui-ci se trouvait plus bas dans la canopée, à environ 15 mètres, derrière un rideau de feuilles. Cela l'aurait rendu invisible depuis le sol, mais il n'était pas invisible pour un homme muni d'une lunette qui savait où chercher. L'observateur bougeait, descendant le tronc avec des mouvements prudents et contrôlés, essayant de descendre sans secouer les branches, tentant d'atteindre le sol où il pourrait disparaître dans la broussaille. Il avait entendu le coup de feu, il savait que sa position était compromise, il battait en retraite. C'était la décision intelligente, mais c'était aussi trop lent. George suivait le mouvement à la lunette, anticipant la trajectoire descendante et calculant où l'homme serait à l'arrivée de la balle, pas où il était au tir. Il tira quand la prise du deuxième tireur d'élite faiblit, son corps se cambra en arrière, s'éloigna du tronc et tomba à travers la canopée. Son fusil heurta les branches devant lui en faisant du bruit, tournoyant sur lui-même, et toucha le sol une seconde entière avant que son cadavre ne s'écrase à côté. 2 tirs de mort. Moins de 30 minutes d'engagement réel, George rechargea avec un clip, enfonçant 5 cartouches neuves dans le chargeur. Ses mains étaient instables, sa respiration contrôlée. Il restait 9 tireurs d'élite. La matinée ne faisait que commencer. À 11h21, une balle a touché le sac de sable à 15 cm de la tête de George. La terre projetée atteignit son visage, ses yeux et sa bouche. Il roula sur la gauche par instinct, se plaquant contre le mur intérieur du bunker en ruine, rendant son corps aussi petit que possible.
Alors que son esprit assimilait ce qui venait de se passer, quelqu'un l'avait trouvé. Le tir venait du sud-ouest, une direction différente des deux premiers snipers. Un troisième homme, agissant seul, surveillait la zone où ses compagnons étaient morts. Il avait aperçu l'éclair du canon de George, entendu le claquement du Winchester ou suivi la direction des tirs pour remonter la piste jusqu'à la source. À présent, le chasseur était devenu la proie. George contrôla sa respiration et attendit 3 minutes. Les bruits de la jungle revinrent lentement. D'abord les oiseaux, puis les insectes, puis le grondement lointain de l'artillerie qui ne semblait jamais s'arrêter. Il écouta attentivement, cherchant le moindre signe indiquant que le tireur d'élite se repositionnait pour un second tir, mais il n'entendit rien. Après 3 minutes, il regagna lentement sa position de tir, avançant centimètre par centimètre et bougeant le moins possible pour rester une cible minime, tout en scrutant les arbres au sud-ouest. À travers la lunette, le tireur d'élite aurait bougé après avoir tiré. C'était une doctrine de base, inculquée à chaque tireur d'élite entraîné dans toutes les armées du monde. Tirer et se déplacer. Ne jamais tirer 2 fois depuis la même position. Mais la jungle était dense et les options de déplacement étaient trop limitées. Un homme dans un arbre ne pouvait pas juste marcher ailleurs. Il devait descendre, se déplacer à travers la végétation et remonter. Ou il devait se déplacer vers une autre branche du même arbre, changeant d'angle tout en restant dans la canopée. George misait sur la deuxième option. Il scruta les arbres au sud-ouest, cherchant les mêmes signes qu'il avait déjà repérés, des formes qui n'avaient rien à faire là, des branches qui pliaient sous un poids qu'elles n'auraient pas dû supporter. À 11h38, il trouva ce qu'il cherchait. Troisième arbre à partir de la gauche dans un groupe de 5 banians, à 22 mètres de hauteur. Le tireur d'élite s'était déplacé sur une autre branche, à peut-être 5 mètres de l'endroit où il avait tiré, mais il n'avait pas quitté l'arbre. Une erreur. George stabilisa le réticule sur la forme sombre, ajusta pour la nouvelle distance et l'angle, et tira. Le troisième tireur d'élite tomba sans un bruit. Pas de cris, pas de gémissements, juste le bruissement des branches et le bruit sourd au loin d'un corps heurtant le sol de la jungle. George actionna le verrou et reprit sa surveillance. 3 abattus avant midi. La carabine commandée fonctionnait comme il le savait. La 4e victime tomba à 12h17, la 5e à 12h42. Les deux étaient en des variantes du même schéma. George regardait une branche bouger une forme qui se transformait en un homme. Le Winchester tirant une fois et un corps tombant à travers la canopée pour rejoindre les autres sur le sol de la jungle. À 1h, 5 snipers japonais étaient morts. La nouvelle commença à se répandre dans le bataillon. Des hommes ayant agonisé 3 jours face à des ennemis invisibles apprirent qu'un lieutenant, avec un fusil acheté par correspondance, en avait tué 5 en une matinée. Des soldats moqueurs du Winchester de George ont demandé à venir au bunker pour le voir à l'œuvre. George refusa. Les spectateurs attirèrent l'attention, qui attirait les tirs. Les snipers japonais n'étaient pas stupides, ils avaient perdu 5 hommes en 6 heures. Et ils allaient s'adapter, changer de position, changer de tactique, chercher l'Américain qui les tuait et planifier comment le tuer en retour. George avait besoin de silence, il avait besoin d'immobilité. Il avait besoin de devenir invisible exactement comme ses ennemis l'avaient été. Il attendait un mouvement qui trahirait leur position. Mais ce mouvement ne vint pas. Les tireurs d'élite japonais se sont adaptés plus vite que George ne l'avait prévu après le 5e tir. Ils ont complètement cessé de bouger, plus de déplacement de poids, plus de changement de position, plus de montée dans de nouveaux arbres ni de descente au sol. Ils avaient reconnu la menace et ont réagi en restant absolument immobiles, comptant sur leur camouflage. En attendant la nuit, quand ils pourraient bouger sans être vus, George passa l'après-midi à observer les arbres avec ses jumelles, sans rien trouver. Chaque ombre ressemblait à un homme, chaque branche à un fusil, mais rien ne bougeait et sans mouvement, la lunette était inutile. À 16h, George retourna au quartier général du bataillon. Le capitaine Maurice l'attendait. La moquerie avait disparu de sa voix. Le mépris avait quitté ses yeux. Il regarda George. Comme un homme observe une arme qu'il vient de découvrir, bien plus dangereuse qu'il ne pensait. « Combien 5 » George demanda, confirmant. Maurice acquiesça lentement. « Reprenez votre position. À l'aube. » Le 23 janvier commença sous la pluie.
une forte pluie tropicale qui transforma le sol de la jungle en boue et réduisit la visibilité à moins de 100 mètres. George était assis dans le bunker en ruine, l'eau s'infiltrant par les fissures du toit éventré, regardant les rideaux de pluie grise masquer les arbres. Là où 6 tireurs d'élite japonais attendaient encore, ils ne pouvaient pas chasser dans ces conditions. Aucune lunette au monde ne pouvait voir à travers une mousson, mais les tireurs pouvaient se déplacer, le bruit étant masqué par la pluie. Un homme pouvait grimper à un arbre, se repositionner, voire se déplacer dans une toute nouvelle zone sans être entendu à cause du vacarme de l'eau frappant les feuilles. George attendait à 08h15. La pluie commença à ralentir vers 08h45 et la visibilité était redevenue suffisante pour travailler. Il trouva le 6e tireur d'élite à 09h12. Celui-ci avait été intelligent. Il était monté en position pendant la pluie, utilisant l'averse comme couverture pour ses déplacements, et il avait choisi un arbre à 265 mètres de là. Une portée plus longue que celle des victimes de George la veille. Les Japonais apprenaient à connaître ses capacités et se positionnaient en être à la limite de sa portée efficace. George compensa la distance et tira, le sniper tomba, 6e victime, mais la réaction fut quelque chose que George n'avait pas anticipé. À 9h57, les mortiers japonais commencèrent à frapper la zone autour de son bunker. Ils avaient localisé sa position grâce à la bouche à feu, l'éclair, le son ou en déduisant la direction de ses tirs. L'ennemi avait localisé sa position et appelé l'artillerie. Les premiers obus sont tombés à 40 mètres en avant, assez près pour couvrir l'abri de terre et de débris. La deuxième salve est tombée à 20 mètres en avant. La troisième salve serait des coups directs. George attrapa son fusil et s'enfuit. Il courut vers le nord, accroupi le long des arbres, s'éloignant rapidement du bunker destiné à devenir sa tombe. Il plongea dans un cratère d'obus. À la troisième salve, le bunker disparut dans une colonne de feu et de fumée, les sacs de sable volèrent, les poutres éclatèrent. L'endroit où George était assis 30 secondes plus tôt cessa d'exister. Il était allongé dans le cratère, respirant fort, écoutant l'écho des explosions s'estomper dans la jungle. Les Japonais s'étaient encore adaptés, ils ne se contentaient plus de se cacher, ils ripostaient. George se déplaça vers un arbre abattu à 120 mètres au nord du bunker détruit. Cela offrait moins de couverture, mais une vue dégagée sur les bosquets. Il s'installa et reprit sa surveillance. Les tireurs d'élite sont sortis dans l'après-midi. Peut-être croyaient-ils que les mortiers l'avaient tué, ou ne pouvaient-ils plus rester immobiles. À 14h23, George a tué son 7e tireur d'élite. À 15h41, il a tué son 8e. Celui-ci était monté à 94 pieds de haut dans un banyan. Un bon camouflage contre l'observation depuis le sol, mais la hauteur créait une silhouette visible sur le ciel. Quand le soleil de l'après-midi changeait d'angle, George a vu la silhouette, a confirmé la forme et a réalisé 8 éliminations en 2 jours, 12 coups tirés contre des snipers, 4 ratés. Le capitaine Morris a envoyé un messager à 17h. George était en position depuis 9h. Il était épuisé, déshydraté et couvert de boue. Mais lorsque le messager a demandé combien, George s'est accordé un petit moment de satisfaction. 8 confirmés, a-t-il dit, il en reste 3. Ce soir-là, George a nettoyé son fusil et a réfléchi au calcul de ce qui restait. 11 tireurs d'élite japonais opéraient dans les bosquets de Point Cruz. 8 étaient un mort. Il restait 3, mais ceux-ci n'étaient pas des survivants choisis au hasard. C'étaient les meilleurs, les plus patients, les plus habiles. Les hommes qui avaient vu 8 camarades mourir en 2 jours et qui n'avaient pas commis les erreurs qui les avaient tués, ils connaissaient désormais l'apparence de George, son fusil, sa portée, sa zone d'action et sa manière de surveiller et tirer. Ils avaient vu l'éclair de son canon et entendu son tir distinctif. Ils avaient survécu à la frappe de mortier détruisant son bunker et vu son déplacement vers l'arbre abattu. Tout ce que George savait sur eux, il le savait désormais sur lui. Il chargea le Winchester de 5 cartouches neuves et tenta de dormir. À 03h00, il abandonna. Il s'assit dans sa tente, le fusil sur les genoux, écoutant la pluie revenue vers minuit. Les tireurs d'élite restants se préparaient aussi, planifiant, discutant, cherchant comment tuer l'Américain qui avait tué leurs amis. Ils éviteraient les erreurs du premier jour, ne déplaceraient ni leur poids, ni les branches, ne descendraient pas des arbres en plein jour et tendraient des pièges.
Georges le savait parce que c'est ce qu'il ferait lui-même. À 04h15, la pluie s'intensifia. À 05h30, elle était assez forte pour que les opérations à l'aube soient retardées. Georges utilisa ce temps pour se déplacer vers une nouvelle position, abandonnant l'arbre tombé que l'ennemi avait certainement repéré. Il choisit un groupe de rochers à 70 yards au sud, un ancien nid de mitrailleuses de marine datant de décembre. Une bonne couverture, des champs de tir croisés, un endroit où les Japonais ne s'attendraient pas à le trouver. La pluie s'est arrêtée à 07h43. Georges était immobile parmi les rochers depuis plus de 2 heures, observant les bosquets à travers la Lyman Alaskan, tandis que la visibilité s'améliorait. À 08h17, il trouva ce qu'il cherchait, un tireur d'élite japonais, dans un palmier à 190 yards bas, seulement à 40 pieds de hauteur. Inhabituel. La plupart des tireurs d'élite montaient et chantent plus haut pour de meilleures vues et une protection accrue contre les tirs au sol. Il avait préféré se cacher dans les palmes, devenant invisible depuis le sol, plutôt que de prendre de la hauteur. Mais Georges n'était pas en bas. Il était en hauteur sur les rochers. L'angle lui offrait une vue plongeante dans les palmes que les observateurs, au niveau du sol, n'auraient jamais eue. Il distinguait la silhouette sombre du tireur d'élite, parfaitement alignée pour un tir mortel. Georges plaça le réticule sur la cible, il contrôla sa respiration, il commença à presser lentement la détente, puis il s'arrêta. Quelque chose n'allait pas, la position était trop facile, trop évidente. Georges chassait les snipers depuis 2 jours. Il avait tué 8 hommes qui comptèrent parmi les combattants de jungle les mieux entraînés de l'armée japonaise. Les survivants ne feraient pas d'erreurs élémentaires. Ils ne se placeraient pas là où un tireur en hauteur pourrait les voir à moins qu'ils ne veuillent être vus. Georges baissa son fusil et scruta les arbres environnants. Si le tireur embusqué dans le palmier était un appât, le vrai tireur serait positionné pour le couvrir, guettant l'éclair du canon, attendant que quelqu'un tire, prêt à tuer. Quiconque se dévoilerait. Il a fouillé méthodiquement, de gauche à droite, de haut en bas, chaque arbre dans un rayon de 300 mètres. Cela a duré 11 minutes. À 08h28, il a repéré le piège. Un banyan à 80 yards au nord-ouest du palmier, haut de 91 pieds. Le tireur d'élite japonais était caché dans une cachette parfaite, entourée de branches et lianes sur 3 côtés. Il avait une ligne de vue dégagée sur l'arbre abattu où Georges avait opéré la veille. Il surveillait le mauvais endroit, attendant que Georges apparaisse là-bas et tire sur l'appât. Georges a pris sa décision, il a visé le leurre dans le palmier et a tiré. L'appât. Le tireur d'élite a sursauté et est tombé des palmes, s'écrasant à travers les branches jusqu'au sol en dessous. Puis Georges a braqué son fusil vers le banyan. Le vrai tireur d'élite réagissait au coup de feu, se tournant vers le bruit. Ce mouvement l'a trahi et ce mouvement signifiait la mort. Georges a tiré avant que le tireur d'élite ne puisse terminer sa rotation. Le deuxième corps est tombé de 27 mètres dévalant la canopée, heurtant des branches avant de s'écraser brisé au pied du tronc. 2 tirs, 2 morts. Le piège s'est retourné, mais Georges avait dévoilé sa position. Il prit son fusil, ses munitions et s'enfuit vers l'est le long des rochers, puis se jeta dans un fossé à environ 40 mètres. Il se plaqua dans la boue et attendit. À 08h, 34 des tirs de mitrailleuses japonaises balayèrent les rochers où ils s'étaient trouvés 6 secondes plus tôt. Les balles soulevèrent de la poussière et des éclats de pierre. Le tir dura 17 secondes avant de s'interrompre. Georges compta jusqu'à 60, puis il se dirigea vers un cratère d'obus rempli d'eau à 100 yards à l'est. Il s'installa dans le cratère, l'eau lui montant jusqu'à la poitrine, posa la Winchester sur le rebord et recommença à observer. 10 morts confirmés, un tireur d'élite restant, et ce tireur venait d'observer tout ce que Georges avait fait. Le 11e tireur d'élite était le meilleur. Il avait survécu à 10 jours d'opération américaine dans les bosquets de Point Cruz. Il avait vu 10 camarades mourir en 2 jours, apprenant et s'adaptant à chaque perte. Il connaissait les habitudes de Georges, il connaissait le fusil de Georges, il connaissait l'emplacement approximatif et les tactiques générales de Georges, et il n'allait pas commettre les mêmes erreurs. Georges scrutait la jungle à travers sa lunette, cherchant les signes qui avaient trahi les autres. Le mouvement façonne les branches qui se plient sous le poids humain, mais les arbres restaient immobiles. Rien ne bougeait à part les feuilles dans la légère brise qui s'était levée après la pluie. À 09h47, Georges comprit son erreur. Le 11e tireur d'élite n'était pas dans les arbres.
il était au sol. George perçut d'abord un mouvement, une silhouette à 60 mètres au sud, basse, progressant parallèlement à la lisière de la jungle. Le tireur d'élite rampait en utilisant les fougères, les lianes et les branches tombées pour se dissimuler, avançant vers l'ancienne position de George près des rochers. Il traquait George de la même manière que George l'avait traqué, ni depuis une hauteur, ni depuis une cachette. Sous la canopée, il avançait au niveau du sol, réduisant la distance, prévoyant de trouver George et de le tuer. À courte distance. Là où un fusil à verrou ne signifiait rien face à une meilleure maîtrise du terrain, George restait immobile. Dans le cratère rempli d'eau, la Winchester était déjà épaulée, mais l'angle n'était pas bon. Le rebord du cratère bloquait sa vue sur le tireur d'élite qui approchait. Pour dégager sa ligne de tir, George devrait se redresser, mais cela exposerait sa tête et ses épaules, ce qu'attendait le tireur d'élite. George attendit, le soldat japonais cessa de bouger. À 9h52, il avait atteint une position à 40 yards des rochers, dissimulé dans un fourré de fougères. Il inspectait le terrain où George avait tiré plus tôt, cherchant du sang, de l'équipement ou tout indice sur la direction prise par l'Américain. George pouvait le voir maintenant, une silhouette sombre plaquée contre le sol de la jungle, presque invisible dans la végétation, patient et professionnel, exactement aussi dangereux que George l'avait imaginé. À 9h58, le tireur d'élite recommença à ramper vers les rochers. 35 mètres, 30 mètres, 25 mètres. Il arriva à la formation rocheuse à 10h03 et s'accroupit, avançant vers le nid de mitrailleuse où était George. 1 heure plus tôt, il avait observé le terrain à l'est vers le fossé de drainage et les itinéraires d'évasion probables. Il tournait le dos à George. 38 mètres, tir dégagé, plein centre, cible facile, même sans lunettes, mais George a hésité. Ce tireur d'élite avait survécu là où 10 autres étaient morts. Il avait survécu à toutes les erreurs commises par ses camarades. C'était l'homme le plus dangereux que George ait affronté en 2 jours de combat. Et il était placé dans un endroit exposé, le dos tourné. Aucun tireur d'élite expérimenté ne ferait cela. George gardait sa lunette braquée sur l'homme dans les rochers, mais élargissait sa vigilance à la jungle environnante. Si c'était encore un appât, comme avec le palmier, la véritable menace serait placée quelque part avec une ligne de mire, pour celui qui tirait le coup de feu. Il a scruté sans bouger le fusil, les yeux allant de droite à gauche, cherchant le deuxième homme. À 10h06, il l'a trouvé à 70 yards au nord-ouest, derrière un tronc d'arbre. Un autre soldat japonais, fusil immobile, visait le fossé où George aurait dû se cacher. 2 hommes, pas un. Le 11e tireur d'élite avait du renfort. Peut-être étaient-ce les numéros 10 et 11 qui travaillaient ensemble. Maintenant qu'ils comprenaient devant tous les deux la menace à laquelle ils faisaient pinte-face. George avait un fusil à verrou. Il ne pouvait pas tirer sur les 2 hommes sans risquer une riposte. Il lui fallait une autre approche. George s'enfonça lentement plus profondément dans l'eau. Il s'immergea jusqu'à ce que seuls ses yeux et le sommet de sa tête restent au-dessus de la surface. L'eau était froide, trouble, inconfortable, mais elle le rendait invisible. Un homme caché dans un cratère d'obus, immergé dans une eau brune, observe ses ennemis à travers une lunette dépassant du rebord. Il gardait le Winchester pointé vers le ciel pour éviter que l'eau n'entre dans le canon, et il attendait. À 10h13, le soldat japonais dans les rochers s'est levé. Il avait observé le fossé de drainage 10 minutes sans rien voir. Il pensait que George était parti plus à l'est, hors de portée du piège. Il se retourna et fit signe à son partenaire. Derrière l'arbre abattu, les 2 hommes avancèrent vers l'est, parallèles et espacés de 70 mètres. Ils menaient une battue pour débusquer George ou localiser sa cachette, par une recherche systématique. Ils avançaient prudemment, se couvrant mutuellement de manière professionnelle avec des champs de tir qui se chevauchaient tant. Ils dépassèrent le cratère où George était immergé, se plaçant entre lui et la lisière des arbres. Tous deux lui tournèrent le dos. George sortit de l'eau, lentement, silencieusement, l'eau ruisselant de son uniforme, de son visage, de son fusil qu'il avait gardé au sec. Par la seule force de sa volonté, il porta la Winchester à son épaule, sentant le poids familier, l'équilibre familier. Le soldat le plus proche, celui dans les rochers, était à 42 yards. George visa le centre de sa masse, contrôla sa respiration et tira. Le soldat tomba.
George actionna la culasse d'un seul mouvement fluide, éjectant la douille usagée et chambrant une nouvelle cartouche. Il dirigea le fusil vers le deuxième soldat, celui qui se trouvait derrière l'arbre abattu, qui se tournait maintenant vers le bruit du tir, levant son propre fusil. George tira le premier, le deuxième soldat tomba. 11 tireurs d'élite, 11 morts, 4 jours de traque réduits à 5 dernières secondes de violence. George sortit du cratère, l'eau s'écoulant de ses bottes, de ses poches, de chaque pli de son uniforme. Il s'approcha du corps le plus proche et récupéra ses douilles usagées. Le laiton était précieux. L'épreuve était dangereuse. Il tendait la main vers la deuxième douille lorsqu'il entendit le bruit qui changea tout. Des voix japonaises. Plusieurs hommes arrivaient de la lisière des arbres à l'ouest. George se jeta à plat ventre et écouta. Les voix se faisaient de plus en plus fortes, de plus en plus proches. Au moins 6 hommes, peut-être plus, s'approchaient dans des 2 corps qu'ils venaient de faire. Pas des tireurs d'élite, mais de l'infanterie, une patrouille ou une équipe de récupération envoyée pour ramasser les morts ou renforcer les survivants. George avait tué les tireurs d'élite, mais ces derniers en agissaient ne sont pas seuls. Et maintenant, George était piégé entre un cratère rempli d'eau et une escouade d'infanterie japonaise, avec 3 cartouches restantes dans son fusil. George retomba dans le cratère d'obus. L'eau se referma sur lui à nouveau, froide, brune et misérable. Il tenait la Winchester droite pour garder le canon hors de l'eau et se plaqua contre la paroi du cratère, tentant de se faire le plus petit possible. Les voix japonaises se firent plus fortes. 6 hommes au minimum, probablement plus. Il pouvait entendre l'équipement qui faisait vibrer les branches, se briser, le bruit des soldats avançant dans la jungle sans aucune tentative de discrétion. Ce n'étaient pas des tireurs d'élite, mais de simples fantassins qui avançaient droit vers les corps. George compta ses munitions. 3 cartouches dans le chargeur, 2 autres dans sa poche, 5 tirs contre 6 ennemis ou plus armés de fusils semi-automatiques. Les calculs n'étaient un pas en sa faveur. Les voix s'arrêtèrent au premier corps, à 42 yards du cratère. George les entendait clairement. Maintenant, même sans comprendre les mots, les tons urgents, les ordres, quelqu'un criait ce qui ressemblait à des questions. Puis les voix se sont déplacées vers le deuxième corps. Plus de conversation, plus de cris. À 10h28, les voix ont recommencé à bouger, non pas vers la lisière des arbres, mais vers le cratère. Ils avaient repéré ces traces, des empreintes de bottes dans la boue menant au cratère. George avait remarqué le bruit, les mouvements et les éclairs de bouche, mais pas les empreintes de pas. Les voix se rapprochaient. 30 mètres et 25 mètres. 30 mètres, c'est caro. À 10h31, un soldat japonais apparut près du cratère. Il regardait directement George. Leurs regards se croisèrent à moins de 3 mètres de distance. George tira depuis l'eau. Le soldat tomba en arrière, mort avant même de toucher le sol. George verrouilla alors qu'il était encore immergé, un geste inédit et normalement impossible. Il se releva du cratère, l'eau coulant de son fusil. 2 soldats près du cratère réagirent au tir, tentant d'armer leurs fusils. George tira sur le premier, réarma, puis sur le second. Les 2 tombèrent, 3 balles tirées, 3 éliminations, il restait 2 cartouches. George entendit des cris derrière lui, d'autres soldats approchaient Angre. Il grimpa hors du cratère côté nord, opposé aux voies, et courut 20 mètres, 30 mètres jusqu'à un arbre abattu. Il se jeta derrière. Alors que des tirs de fusil crépitaient dans la jungle, des balles frappèrent le sol autour du cratère, autour de l'arbre abattu, soulevant de la terre, des feuilles et des éclats de bois. Les Japonais tiraient pinceau sur les mouvements, sur les bruits, pas sur des cibles confirmées. George resta baissé. Il observa la zone à travers sa lunette et vit 2 soldats s'avancer vers le cratère. À une 50aine de mètres, il visa l'homme de tête et tira la seule balle qui lui restait. Le soldat s'effondra, son partenaire se mit à couvert. George entendit d'autres voix derrière lui. Les Japonais attaquaient un groupe par le sud et un autre par l'est. En quelques minutes, ils seraient encerclés. Il prit la seule décision possible. Il ne pouvait pas gagner un échange de tirs avec une seule balle contre une escouade d'infanterie armée d'armes automatiques. Il devait rompre le contact, se déplacer vers le nord et atteindre les lignes américaines avant qu'ils ne l'encerclent. George attrapa son fusil et s'enfuit. George atteignit le périmètre américain à 11h13. Un sentinelle des Marines le défia derrière un tronc, son fusil pointé sur George. George s'identifia, donna le mot de passe du jour et attendit.
pendant que la sentinelle confirmait qu'il n'était pas un soldat japonais portant un uniforme américain. Il le guida à travers le périmètre. George se rendit au quartier général du bataillon, dégoulinant d'eau et de boue, son fusil couvert de saleté, son uniforme déchiré d'avoir couru à travers la végétation de la jungle. Le capitaine Morris attendait devant la tente de commandement, observant longuement George en silence. Puis il posa la seule question qui comptait: combien? George lui donna les chiffres. 11 tireurs d'élite japonais tués en 4 jours. 12 coups tirés contre les tireurs d'élite, 11 touchés, un raté, puis l'affrontement d'infanterie, 3 autres tués. Au corps à corps, 5 balles supplémentaires utilisées. Maurice a demandé l'état des munitions. 2 balles restantes, George a dit. Maurice a demandé pour le fusil, fonctionnel. George a répondu. Il doit être nettoyé. Boue dans le mécanisme, eau dans le canot. Maurice a dit à George de nettoyer l'arme et de se reposer. Aucune opération demain. Le bataillon se déplaçait vers l'est du point. Les bosquets de Cruz n'étaient plus une priorité. Les renseignements indiquaient Brana que les Japonais évacuaient Guadalcanal. La campagne serait terminée en quelques semaines. George est retourné à sa tente. Il a démonté le Winchester et a passé 2 heures à nettoyer chaque composant. Le verrou, le mécanisme de détente, le canon, les supports de la lunette. Il a passé des tampons dans l'âme du canon jusqu'à ce qu'il ressorte d'art blanc. Il a huilé le mécanisme jusqu'à ce qu'il fonctionne comme de la soie. À 14 heures, un estafette est arrivé avec de nouveaux ordres. Le commandant du bataillon voulait voir George. George est allé au quartier général, pensant devoir remplir des rapports. Il trouva Maurice et 2 autres officiers qui l'attendaient. L'un d'eux était le colonel Ferry, le commandant du régiment, un homme à qui George n'avait jamais parlé directement. Ferry avait une question. « Peux-tu entraîner d'autres hommes à faire ce que tu viens de faire ?» George réfléchit soigneusement à la question. « Il pouvait essayer, dit-il, mais cela demanderait du temps, des fusils avec des optiques et des hommes qui savaient en déjà tirer. » Ferry sourit. « Alors il vaut mieux que nous commencions tout de suite. » George avait une condition avant d'accepter la mission. Il voulait regarder sa Winchester. « Colonel !» Ferry accepta la demande sans hésiter. Le fusil, autrefois appelé « jouet » par le capitaine Morris, était devenu l'arme de sniper la plus fiable du théâtre du Pacifique. Personne ne remettrait cela en question à nouveau. L'entraînement commença le 27 janvier. George avait réuni 40 hommes sur un stand de tir improvisé à 2 miles à l'est du terrain d'Henderson. Sur le papier, ils étaient des experts tireurs d'élite. Tous étaient qualifiés avec des organes de visée métalliques jusqu'à 500 yards, mais n'avaient aucune expérience de combat comme tireurs d'élite. Aucun n'avait tué un homme en restant caché. Personne ne comprenait la patience requise pour attendre des heures, immobile, à observer chaque mouvement d'une branche. George débuta par les bases, contrôle de la respiration, détente, pression sur la gâchette, lecture du vent, estimation de la distance selon la taille de la cible dans la lunette. La discipline d'attendre le tir parfait plutôt que de forcer un mauvais tir. L'armée avait fourni 14 fusils Springfield équipés de lunettes Unertel, des armes laissées par les Marines lorsqu'ils sont partis. Plus lourd que le Garand, plus lourd que la Winchester de George, mais précis à des distances que le Garand ne pouvait jamais atteindre. George, il leur a appris à utiliser tout support disponible. Rochers, troncs, sacs de sable, tout ce qui pouvait créer une plateforme stable. La jungle offrait rarement des positions de tir idéales. Un tireur d'élite devait s'adapter au terrain, pas espérer un meilleur emplacement. Portée. L'entraînement durait 3 jours. Au 30 janvier, 32 des 40 hommes pouvaient toucher régulièrement des cibles de la taille d'un homme à 300 yards dans des conditions de terrain. George les a divisés en 16 équipes de 2 hommes, un tireur et un observateur. L'observateur portait des jumelles et un garant, repérait les cibles et assurait la sécurité pendant que le tireur engageait la cible. Après chaque élimination, les rôles pouvaient être échangés. Cela permettait aux 2 hommes de rester compétents et éliminer le point de défaillance unique qui résultait du fait de ne compter que sur un seul tireur. Le 1er février, George a emmené 4 équipes sur le terrain. Leur mission était de nettoyer les positions japonaises à l'ouest de la rivière Matanikau, d'après les renseignements. De petits groupes de soldats ennemis, pas des snipers, juste des fantassins isolés qui n'avaient pas encore évacué. George et le caporal Hayes se sont installés sur une hauteur dominant un sentier utilisé par les Japonais pour le ravitaillement. À 07h20, un soldat japonais est apparu sur le sentier. Hayes a confirmé la cible avec des jumelles. George a effectué la première mise à mort de la nouvelle section de tireurs d'élite.
23 autres soldats japonais sont morts ce jour-là, sans aucune perte américaine. La section de tireurs d'élite a opéré jusqu'à début février. Au 9 février, George et ses équipes avaient tué 74 soldats japonais. Les morts confirmées n'étaient comptabilisées que lorsque le corps pouvait être observé à travers une lunette. Le nombre réel était certainement plus élevé. Des hommes blessés qui s'étaient traînés pour mourir, des corps tombés dans des broussailles et trop denses prenant pour être vus, des tués à des distances où la confirmation était impossible. L'évacuation japonaise s'est accélérée pendant cette période. Des destroyers venaient, la nuit, extraire les troupes du cap Espérance, à l'ouest de Guadalcanal. Les forces américaines ont progressé vers l'ouest pour interdire le repli, mais les Japonais ont mené des actions d'arrière-garde efficaces. La section de George avait pour mission d'éliminer les soldats ennemis couvrant la retraite. Le 7 février. George opérait près de la rivière Tanamba lorsqu'un fusilier japonais lui a tiré dessus. La balle a touché son épaule gauche, traversant le muscle sans atteindre d'os ni de gros vaisseaux sanguins. L'impact l'a fait tourner sur lui-même et l'a jeté au sol. Le caporal Hayes l'a traîné à l'abri et a appelé un infirmier. La blessure était grave, mais pas mortelle. Les chirurgiens de campagne l'ont nettoyé, suturé et ont dit à George qu'il avait besoin de repos. Pas d'opération de combat. Pendant au moins 3 semaines. George a passé 2 semaines à l'hôpital de campagne près de Henderson Field. Les Japonais ont terminé leur évacuation. Le 9 février, les forces américaines ont trouvé le cap Espérance vide, marquant la fin de la campagne de Guadalcanal. La section de tireurs d'élite de George avait opéré pendant 12 jours avec 74 éliminations confirmées et aucune perte amie lors des opérations de sniper. Le colonel Ferry a recommandé George pour une étoile de bronze, mais la guerre de George n'était pas terminée. Pendant qu'il se remettait à l'hôpital, de nouveaux ordres sont arrivés du commandement du Pacifique. L'armée avait besoin d'officiers de combat expérimentés pour une mission classifiée, quelque chose en Birmanie, des patrouilles de longue portée derrière les lignes japonaises. Le genre d'opération où un homme avec un fusil capable d'atteindre des cibles à 600 mètres pourrait s'avérer utile. George s'est porté volontaire. En mars, il était déjà à bord d'un navire de transport en route vers l'ouest à travers le Pacifique. La Winchester Model 70 était stockée dans une caisse étanche en cale. George ne le savait pas encore, mais il allait rejoindre une unité qui deviendrait légendaire. Il s'appelait les Maraudeurs de Merrill. John George a survécu à la Birmanie, il a survécu à la marche de 700 miles à travers la jungle que les Japonais considéraient comme impossible. Il a survécu au paludisme, à la dysenterie et à la destruction systématique de son corps. Cela a tué ou rendu inapte la majorité des hommes ayant commencé la campagne. Il a utilisé son Winchester 3 fois durant ces mois, tuant des soldats ennemis à des distances inaccessibles aux autres armes de l'unité. Cependant, la guerre dans la jungle birmane différait des embuscades rapprochées de Guadalcanal. Des fusillades à 30 mètres dans une végétation si dense qu'on ne voyait pas à 3. Le fusil de précision qui avait ouvert la voie à Cruz Groves convenait rarement à ce type de combat. George est rentré chez lui en 1944, l'armée l'a promu capitaine et affecté à Fort Benning en Géorgie, où il formait des officiers d'infanterie aux tirs de précision et aux tactiques de petites unités. Il enseignait les leçons qu'il avait apprises à Guadalcanal et en Birmanie. Comment se déplacer en terrain de jungle, comment identifier et engager des cibles à distance. Comment opérer de façon indépendante, sans ligne de ravitaillement, sans soutien, sans personne sur qui compter, sauf soi-même. Il a gardé le Winchester après la guerre. George a battu des diplômes de Princeton et Oxford. Il a passé des années en Afrique orientale britannique à étudier la politique régionale. Il s'est installé à Washington comme consultant en affaires africaines pour le département d'État. Il n'a jamais évoqué Guadalcanal ou la Birmanie publiquement. En 1947, il a abondamment écrit les faits, non pour publier, mais pour ses archives. Un ami à l'Association nationale des carabiniers a lu le manuscrit et l'a convaincu de le publier. Le livre s'appelait « Coup de feu dans la colère ». Devenu un classique chez les passionnés d'armes à feu et historiens militaires, il reste publié et sert de référence aux collectionneurs étudiant les armes légères de la Seconde Guerre mondiale. John George est décédé le 3 janvier 2009. Il avait 90 ans. Le Winchester 70 a été offert au Musée national des armes à feu à Fairfax, Virginie. Elle est exposée dans une vitrine avec une plaque décrivant son histoire. La plupart des visiteurs passent devant sans s'arrêter. Elle ressemble à n'importe quelle autre carabine de chasse ancienne, mais ce n'est pas le cas. C'est la carabine qui a fait ses preuves en tant que championne d'État.
Un tireur d'élite avec une lunette commandée par correspondance pouvait surpasser des snipers militaires professionnels entraînés. La carabine qui a nettoyé les bosquets de Point Cruz en 4 jours, alors qu'un bataillon entier a échoué en 2 semaines. La carabine que chaque officier du 132e régiment d'infanterie appelait un jouet jusqu'à ce qu'elle tue 11 hommes et transforme leur moquerie en silence.